Bonjour, nous sommes sur la chaîne Perdition idéologique et nous allons continuer nos discussions sur les idéologies qui traversent notre société. Si vous trouvez que le contenu de ces émissions est intéressant, partagez, likez, diffusez, parlez-en à vos connaissances, c'est important, ça nous soutient et ça permet de diffuser les informations que vous n'entendez pas ailleurs. Aujourd'hui, nous allons parler de l'assimilation et de l'intégration. Et avant de présenter notre invité d'aujourd'hui, je veux dire quelques mots sur ces notions. L'assimilation est un processus où la personne étrangère adopte le mode de vie, les mœurs, les valeurs, la langue, la culture du pays qui l'accueille. L'intégration, du point de vue sociologique, c'est aussi l'adoption des normes, des valeurs du pays d'origine, de la langue, etc., tout en gardant ses propres valeurs culturelles, pourquoi pas. Et donc, ce sont deux mots qui font partie du modèle français, qui a toujours assimilé les gens qui venaient ici pour des raisons différentes, et qui n'a pas l'air vraiment de fonctionner très bien aujourd'hui, ce dont parlent les sociologues, les anthropologues, les historiens, les hommes politiques, etc., etc. Alors aujourd'hui, celui qui va nous en parler, c'est quelqu'un qui s'est dénommé lui-même le bâtard de la République qui a trop aimé la France. Avant de le présenter, quelques mots sur en général cette personne et la différence entre ceux qui sont invités en règle générale sur Perdition idéologique. Nous avons pris comme règle d'inviter ici des intellectuels, des gens qui connaissent bien les réalités du terrain, et donc le problème se pose avec la définition du mot intellectuel. En règle générale en France, est intellectuel celui qui exerce un métier d'intellectuel, journaliste, essayiste, écrivain, etc. Et donc c'est un problème qui est lié au mot parce que l'intellectuel est défini par une institution. Or, c'est pas toujours le cas. Et je vais citer ici Pascal Bruckner qui dit dans son essai À quoi servent les intellectuels, l'intellectuel existe, d'autant plus que nul n'est capable de le définir avec précision et que toute personne qui travaille avec son intelligence ou son art peut relever de cette catégorie. Parfois, il suffit de lire un livre ou un essai d'une personne que les gens ne connaissent pas, qui n'est pas universitaire, qui n'est pas académicien, pour ouvrir les yeux sur le monde. Et donc j'ai invité aujourd'hui une personne que je considère comme un véritable intellectuel et qui va nous parler de tous les problèmes qui sont liés à l'assimilation et à l'intégration. Cette personne s'appelle David Duquesne. Bonjour David. Bonjour Yana. David Duquesne est l'auteur du livre qui vient de sortir, il est sorti il y a 4 mois. Le livre s'intitule Ne fais pas ton français. C'est un livre de quelqu'un qui se considère comme citoyen engagé. Permettez-moi de dire quelques mots sur vous, David, avant de vous donner la parole. David Duquesne est un homme qui fait partie de ces personnes qui vont à rebours des dogmes sociaux, des peurs, du politiquement correct, des menaces même, qui portent un regard impitoyable sur les travers de leur culture d'origine, de leur religion d'origine, si tant est que la religion il existe, parce que c'est pas votre cas, sur leur voisinage, sur le refus de s'assimiler, puisqu'on parle de l'assimilation, sur le mépris de l'altérité dans lequel eux-mêmes étaient élevés. Je parle de la manière dont l'islam aujourd'hui est présenté en France et la manière dont on le vit dans les quartiers. Parler de l'islam aujourd'hui est dangereux lorsqu'il ne s'agit pas de dire que c'est une religion de l'amour et de paix, mais quand il s'agit de dire que l'islam est aussi inséparable de la violence, des appels au djihad et du mépris de l'altérité. Quand c'est un Européen qui en parle, on le menace. Quand c'est un musulman qui en parle, on le menace de mort physique ou symbolique. Quand c'est un athée issu du milieu musulman qui en parle, on le menace de mort. Et malgré cela, le courage existe, les hommes comme David Duquesne existent, ils ne cèdent à aucune menace, ni physique, ni morale, ni symbolique, ni affective, ils continuent leur travail d'information, de la diffusion du savoir, et j'ai l'honneur de le recevoir ici aujourd'hui. David, avant de vous donner la parole, je voudrais vous citer. Avant de poser ma première question. Dans votre livre, vous dites « J'étais un bâtard de la République qui avait commis le blasphème de trop aimer la France et de ne pas se limiter à un simple patriotisme constitutionnel. J'avais à cœur de témoigner du réel, de retranscrire mes expériences sur les obstacles de l'assimilation à la culture française, sésame indispensable pour réussir le fameux creuset républicain. » Vous êtes l'enfant de la République française,
Vous êtes laïque, vous êtes assimilé, vous êtes universaliste. Votre héritage est celui de Rousseau, de Voltaire, de Fontenelle, de Camus et de Boilem-Sansal. Ce qui vous vaut l'excommunication, l'exclusion, parfois le mépris, les moqueries de votre milieu d'origine. Vous êtes amoureux de la France, vous le dites dans votre livre. Votre livre se lit comme un véritable roman. Vous avez un style littéraire incomparable. C'est un plaisir de vous lire. Et vous dites dans votre livre que vous avez tout perdu à cause de cet amour de la France. Et quand je dis tout, ça veut dire votre famille, vos amis, votre milieu et même à un moment donné vos enfants. Comment l'idée d'écrire ce livre vous est venue à l'esprit? Pourquoi vous l'avez fait? Bonjour Yana et merci de me recevoir. Alors j'ai failli tout perdre. À un moment j'étais en phase de tout perdre. Heureusement les choses ont évolué. J'ai récupéré mes enfants. Il était question que je n'écrive pas de livre. Le livre est écrit. Comment est venue l'idée de ce livre? C'est que en réalité je n'ai jamais demandé à écrire un livre. On est venu me chercher. Il y a 4 maisons d'édition qui sont venues frapper à ma porte pour me demander d'écrire ce livre. Alors pourquoi? Parce que dès 2012, alors que je suis militant MODEM, arrive l'effroyable, ce sont les crimes perpétrés par Mohamed Merah. Je ne m'étais jamais vraiment exprimé sur ce sujet, ou très peu dans le privé, mais j'avais bien conscience qu'il se passait quelque chose depuis quelques décennies en France, je l'avais remarqué, mais je refusais de synthétiser tout cela. Et lorsque les crimes sont arrivés, avant même qu'on connaisse l'identité du tueur, j'étais persuadé que ça n'était pas quelqu'un de l'extrême droite traditionnelle. Le mode opératoire, la psychologie du tueur, les victimes, me faisaient plutôt penser à quelqu'un qui venait d'un quartier sensible, certainement un jeune maghrébin qui s'était radicalisé. J'ai essayé de l'expliquer, mais en fait, je n'étais pas audible. Et progressivement, mes amis du MODEM se sont éloignés de moi parce que je disais des choses qu'il ne fallait pas dire. Et lorsqu'on a découvert l'identité du tueur, on m'a demandé de continuer de me taire, qu'il fallait respecter le deuil, que c'était vraiment, c'était pas très respectueux de ce qui s'était passé, de commencer à polémiquer là-dessus. Qui est ce on qui vous a demandé de vous Mon taire? cercle d'amis militants, que sur les réseaux sociaux ou dans le réel, m'intimait l'ordre, on m'envoyait des messages, ne parle pas de ces choses-là, tu sais, ça peut faire monter le Rassemblement national, donc on n'en parle pas. J'avais trouvé très imprudent les propos de François Bayrou qui avait dit que c'était de la faute de Nicolas Sarkozy qui roulait ventre à terre derrière les thèses du Front National. Je trouvais il était allé vite en besogne. Moi, je voyais pas les choses de cette manière-là. Pourquoi? Parce que on s'en était pris d'abord à des militaires, donc qui étaient issus de la diversité, et je me disais, mais un type d'extrême droite ne s'en serait pas pris à l'uniforme français. Voilà, quelle que soit la couleur de peau de la personne qui porte l'uniforme. Je pensais plutôt que c'était quelqu'un qui considérait ces militaires comme des traîtres. Et ensuite, par rapport à ce qui s'est passé à l'école aux Atora, les enfants et même un père de famille, je crois, hein, Oui. ont été tués de sang-froid. Ils ont été tués, mais il y avait aucune espèce d'empathie de la part du tueur qui a fait ça comme ça, jusqu'à filmer. Il avait une caméra GoPro pour filmer ces abominables crimes. Je me suis dit que c'était quelqu'un qui n'avait aucune empathie. Et ce manque d'empathie, je l'avais retrouvé dans beaucoup de quartiers, lorsque des jeunes se mettaient à tabasser un malheureux qui tombait sous leurs mains, ou lorsqu'il y avait des viols dans les caves, des tournantes, il n'y avait jamais d'empathie pour les victimes. Cette psychologie-là, je la connaissais. Et c'est ce qui m'a amené à prévenir qu'il y allait encore avoir, dans les années à venir, dans les mois à venir, des tueries de ce genre. Je prédisais que des gens se feraient découper la tête au couteau et qu'il y aurait des personnes qui se feraient calacher dans les rues de Paris. Quand vous dites que vous connaissiez cette psychologie, quelle est cette psychologie? D'où elle vient? Eh bien, c'est dans la psyché arabo-musulmane. Ce qui est arrivé, c'est parce que ça devait arriver, et on ne peut pas la remettre en question. Remettre en question ce qui est passé, c'est de l'ordre du blasphématoire, puisque c'est Allah qui l'a décidé.
Donc, remettre en question ce qui est, c'est périlleux. Et si cette chose arrive et qu'elle porte préjudice à l'islam, là, on va dire, on va trouver un bouc émissaire. C'est le shaitan, ce sont les États-Unis, ce sont les sionistes, c'est Israël, c'est la France. Il y a quelqu'un qui complote pour salir l'islam. Mais la responsabilité individuelle et l'empathie disparaissent, n'existent pas. C'est aussi le mektoub, la fatalité. C'est parce que ça devait se passer de cette façon-là. Remettre en question ce qui s'est passé, c'est comment dire, c'est douter d'Allah. Voilà. Ce que vous dites, c'est tout à fait vrai. Je travaillais sur le discours de Mohamed Merah et c'est d'ailleurs Libération qui a retranscrit tout ce qu'il a dit aux représentants du RAID avant d'être abattu. Il disait: je tue les Juifs ici parce que les Juifs tuent en Palestine. Je tue les enfants ici parce que les enfants palestiniens sont tués. J'ai le droit. Et c'était le droit qui est très intéressant. De quel droit s'agit-il? Il ne s'agit pas du droit dans le sens juridique du terme, il s'agit du droit divin. Et donc la légitimation du discours de Merah était effectivement une légitimation religieuse. Donc l'absence de l'empathie, je crois que ça va ensemble avec le dogme dans lequel il était élevé. Et peut-être c'est ce dogme-là que vous connaissez bien. Il ne peut pas y avoir l'empathie à l'égard de celui qui est considéré comme ennemi. Oui. Oui, puis on peut pas remettre en question ce que Allah a décidé qu'il devait se passer. Si ça s'est passé, c'est parce que ça devait se passer. Remettre en question ça, c'est remettre en question la puissance d'Allah. Mais ça veut dire deux choses. Donc la première chose, ça veut dire que Mohamed Merah a fait ce que les autres auraient dû faire, puisque c'est le Mektoub, mais qui n'ont pas fait ça, parce que tout le monde ne peut pas tuer de sang-froid, pas possible. Et puis la deuxième chose nous amène à la question de la violence. Dans votre livre, il y a beaucoup de pages sur la violence. Et j'avoue très franchement et personnellement, je ne suis en général très peu choquable par beaucoup de choses parce que j'ai connu des choses semblables ailleurs. Or, ce que vous décrivez, c'est bouleversant dans le livre parce que vous parlez de la violence à peu près sur chaque page de votre ouvrage. La violence familiale, la violence interfamiliale, la violence communautaire, la violence qui est en fait omniprésente. Vous êtes d'origine algérienne, donc vous avez grandi au sein d'une grande famille, une famille unie. La moitié de cette famille est émancipée, l'autre moitié n'est pas du tout. Vous pouvez peut-être en dire quelque chose, mais vous parlez beaucoup de la violence qui émane même de votre mère, Oui. à laquelle ce livre est consacré, plus ou moins. Ben, c'est-à-dire que les communautés maghrébines qui viennent d'Afrique du Nord viennent de sociétés qui sont structurées par l'honneur et la honte, la peur de la honte, la peur de l'archouma. Donc quand on a une culture de l'honneur qui est très chatouilleuse, la moindre contrariété va retrouver en retour une grande violence, parce qu'il ne faut pas être déshonoré par quelqu'un qui ne pense pas comme vous. Et comme on vit dans un monde qui est peuplé de certitudes, remettre en cause ces certitudes, ça va entraîner des violences. Vous ne pouvez pas humilier quelqu'un en le contredisant, puisqu'on a toujours fait comme ça dans sa famille, dans sa communauté, dans le clan. Donc si vous commencez à contrarier le clan, vous pouvez être la cible de violences intrafamiliales. Chaque parcelle de liberté gagnée par un enfant qui vient d'une famille issue qui est maghrébine, qui est musulmane, elle est acquise de haute lutte. Parce que vous mettez en danger le clan. Le clan se sent amputé lorsque l'un des siens commence à fonctionner différemment. Il ne faut pas qu'il y ait d'éloignement physique et d'éloignement psychique. Voilà. Donc c'est ça qui explique. Et pour ne pas, les Maghrébins viennent d'une société qui n'a pas la même histoire que les Français, on va dire entre guillemets de souche. Il n'y a pas d'état de droit. Il n'y a pas eu une construction politique, juridique, sociale au long terme comme celle qu'a connue la France. Ils viennent d'autres sociétés où ce sont des clans qui vivaient les uns à côté des autres et qui pouvaient parfois entrer en guerre. On ne se mélange pas entre clans. On ne marie pas les filles avec des clans voisins. On se marie entre soi. Donc c'est ça. Donc on a transposé, on a imposé, on a importé des structures claniques en France et on s'étonne de cette violence. Donc cette violence intrafamiliale, ensuite,
les enfants vont aller à l'école, vont jouer dans la rue, et ils vont exporter cette violence. C'est-à-dire que leur rapport à la certitude va se confronter à des enfants occidentaux qui vivent dans un milieu ouvert, où on se questionne, où on débat. Et ça, c'est pas possible. Ils vont, il y a un hiatus, il y a une différence comportementale qui fait que le petit qui vient d'un monde de certitude, l'enfant qui vient ou l'adolescent, va imposer ses certitudes aux jeunes issus, des populations occidentales, françaises. Et ça peut se transformer en violence. Mais vous dites aussi dans votre livre que votre mère, non seulement elle a fait ce qu'il fallait pas faire, elle était libre, rebelle, elle a épousé un Français, Ouais, et le crime suprême, elle vous a donné le nom David. oui. C'est quand même pas un nom qui est très apprécié dans la société, dans la communauté musulmane. Eh ben, écoutez, déjà, donner un prénom occidental, judéo-chrétien, ça ne se fait pas. Se marier avec un gouer, ça ne se fait pas, c'est pas possible. Normalement, elle devait appartenir à son clan. Elle devait se marier avec quelqu'un euh, qu'on lui avait présenté et qui venait du même bled qu'elle. Donc déjà, en plus, cerise sur le gâteau, elle m'a prénommé David. Donc ça a suscité un sentiment de honte chez ma grand-mère qui, pendant pas mal de temps, a caché mon prénom à ses voisines. Elle n'osait pas dire que je me prénommais David parce que la mauvaise réputation, l'archouma, serait retombée sur elle. De même qu'elle disait à ma mère, quand elle venait avec mon père, j'étais pas encore né, elle disait, mais Auria, ne viens pas avec ton français à la maison, tu nous fais la honte. Voilà. Et c'est ça qui structure les sociétés maghrébines, c'est la peur d'avoir la honte devant la communauté, d'être discrédité devant la communauté. Et ma grand-mère avait connu un épisode très traumatisant dans son enfance en Algérie. J'en parle dans ce chapitre qui s'appelle Mon étoile de David. À la fin de sa vie, elle m'avait dit, tu sais David, elle dit, je l'aime bien mon nom de famille, mon nom de jeune fille, mais je le dis jamais, elle dit, j'ai peur. Elle dit, parce que quand j'étais enfant, j'allais à l'école française, j'étais allé à l'école jusqu'à 8-9 ans. Après, ses parents ont dit, non, non, il faut qu'elle devienne une femme, donc c'était terminé. Euh, les enfants m'agressaient, m'insultaient, me crachaient dessus, me frappaient, et je ne savais pas pourquoi. Et puis il y a une de mes tantes qui m'a dit, mais c'est normal Fatima, tu as un nom d'origine juive berbère. Elle dit, tu as un parent, un grand-père qui était juif. C'est pour ça qu'il t'insulte Lazare, c'est juif. Voilà. Donc c'est pas arabe. Et ça l'avait beaucoup marqué à tel point qu'elle m'avait dit, je ne le dis jamais, j'ai peur que mes copines musulmanes me rejettent si je leur dis que je m'appelle Lazare. Et pourtant, vous êtes né en France. Ouais, je suis Et né en votre France. mère a grandi en France. Ouais, C'est-à-dire que ce que vous racontez, ça va dans le sens de cette impossibilité de l'assimilation. C'est-à-dire que elle s'est assimilée. Elle a épousé un Français, elle parlait français, elle fumait des cigarettes, elle écoutait la musique, etc. Elle vous a prénommé David. Donc ça, c'est voilà. un exemple très réussi Oui, de bien sûr. l'assimilation. Mais quand on vous écoute, vous dites que la moitié de votre famille n'a pas accepté ça, tout en étant en France. Oui, oui, une partie de la famille n'a pas accepté cela, mais je vais vous dire une chose. Dans le livre, je parle d'une de mes tantes, Aïra, qui, lorsque ma mère est à l'hôpital parce qu'elle vient d'accoucher de ma deuxième sœur, Sherazade, on est 3 enfants à ce moment-là, donc je vais chez ma grand-mère avec ma sœur Karima, et ma tante Aïra vient et me dit, David, tu peux pas t'appeler David. David, c'est juif. Elle dit, nous les Arabes, on n'aime pas les juifs, on va te faire la misère. Elle dit, change de prénom, prends Malik, c'est beau Malik. Et moi, j'ai 5 ans, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Je savais même pas ce que c'était que d'être juif à 5 ans. Je me suis enfermé dans les toilettes et j'ai attendu qu'elle reparte. Bon, cette tante qui a été mariée avec l'homme promis à ma mère, quand elle a lu mon livre, elle a dit que mon livre était un livre raciste. Mais un de mes cousins m'a dit, tu sais quoi? Ma mère, elle a fait les démarches, ça fait 3 ans déjà. Elle ne s'appelle plus Aïra, elle s'appelle Armel. Donc, c'est complètement, il y a quelque chose de schizophrénique dans cette Hmm. attitude. Il y a le côté individuel qui va tirailler dans un sens, et le côté, la réputation qui va entraîner dans l'autre sens. Et alors, je vous cite.
Justement, parce que tout ça, c'est quand même des choses très violentes pour la personnalité et surtout de l'enfant qui est en train de se former. Vous dites, c'est un monde fondé sur le rapport de force, autour d'ententes tacites et de bornes à ne pas franchir, que les habitants saisissent. On peut se battre et on a l'insulte facile. On continue sur enfin, le fait que même quand vous êtes avec vos amis, avec vos copains, c'est toujours de la violence qui est là. Quand vous dites que on a l'insulte facile, on peut se battre facilement. C'est pas ce qu'on explique aux enfants en français. On explique aux enfants en français à l'école, il faut jamais insulter l'autre et il faut pas se battre. Et donc c'est pas ce qu'en fait, c'est pas ce que vous avez vécu. Oui, s'il y a une solidarité clanique, à l'intérieur de ce clan, il y a de la violence. Vous savez, il y a un chapitre qui s'appelle l'ivresse du tribalisme solidaire, et je prends cette citation arabe, moi contre mon frère contre mon cousin, et mon cousin, voilà, ainsi de suite. Moi, oui, avec mon frère contre mon cousin, et avec mon cousin contre le voisin, et avec le voisin contre l'étranger. Voilà. Donc on peut se regrouper tous ensemble contre un clan ennemi ou rival, mais il y a à l'intérieur du clan, il y a des rivalités, il peut y avoir des violences, effectivement. Voilà. Et quand vous décrivez tout cela, le rejet, de l'assimilation, etc., à un moment donné, vous parlez de la violence légitime de l'État. Je reviens à cette notion de violence qui m'intéresse beaucoup. Vous dites que sans cette violence, rien ne pourra jamais être changé. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? La violence légitime de l'État pour régler le problème. C'est-à-dire que la violence de l'État a été disqualifiée, la violence légitime de l'État a été disqualifiée par l'antiracisme et par la culpabilité post-coloniale. On a des populations qui arrivent de pays très autoritaires, de dictatures. La violence des clans est jugulée par les dictatures maghrébines arabes, qui sont elles-mêmes, ces dictatures, sont à la main de clans. On parlait du clan Ben Ali, du clan Moubarak, du clan Sisi, etc. Et ainsi de suite, où il y a du clan chérifien au Maroc. Ce sont des clans. Et ils ne recherchent pas forcément la justice. D'ailleurs, quand des gens bravent l'État, dans ces pays-là, on les humilie. C'est ce qu'on appelle la ogra. Voilà. Donc, il n'y a pas une recherche de justice. Donc, dans ces populations-là vont avoir peur d'être déshonorées physiquement, d'être humiliées, donc elles vont se tenir à carreau, parce qu'elles savent que le rapport de force ne sera pas en leur faveur. Quand elles arrivent en Occident, et notamment en France, elles comprennent très rapidement le parti qu'elles peuvent tirer de ce que raconte la gauche et de l'antiracisme, et elles vont en jouer et s'en servir comme bouclier immunitaire pour couvrir des choses qui ne devraient pas être tolérées, comme la délinquance, les divers trafics. Et ils vont profiter de cette aubaine que la France n'est plus capable, au niveau régalien, d'imposer sa violence légitime. Ou la loi. En fait, quand vous parlez de la violence légitime, de faire respecter la loi et envoyer la police ou la gendarmerie pour la faire respecter, le cas échéant, si c'est nécessaire. Je me souviens, quand j'étais au Maroc, tout le monde se tenait à carreau. Personne ne pouvait se comporter comme on se comporte ici. Exactement. C'est-à-dire que moi, j'ai des copains qui m'expliquaient, nous, quand on va au Maroc, en Algérie, on respecte. Là-bas, la police ne rigole pas. Et en plus, on ne peut pas accuser la police marocaine ou algérienne de racisme. Il n'y aura pas une gauche marocaine ou algérienne qui va venir défendre des voyous, des délinquants, s'ils disent qu'ils ont été victimes d'une injustice ou du racisme de la part de la police locale. En plus, bon, j'avais vu une étude où on expliquait qu'au Maroc et en Algérie, il y avait des pointes dans la criminalité, dans la délinquance, à certaines périodes de l'année. Et ça correspondait au moment où des franco-marocains ou des franco-algériens allaient au bled. Ils pensaient au départ qu'ils pouvaient faire ce qu'ils faisaient en France, qu'ils pouvaient le faire là-bas. Ils le font une fois, mais pas deux. Et je me souviens de quelqu'un qui avait montré les courbes et avait dit à quelqu'un, regardez, on a des courbes de criminalité, de délinquance à certaines périodes de l'année très précises. Et la personne dit, bah oui, je vois ça, mais ça correspond à quoi? Bah, il dit, ça correspond à vos vacances scolaires. Voilà. Ouais, c'est assez curieux parce que, en fait, au nom de l'antiracisme, on est en train de dévoyer la loi.
au nom de ce genre de discours qui est un discours complètement bidon. Quand on connaît les travaux de Pierre-André Taguieff sur ce que c'était l'antiracisme au début, aujourd'hui on voit qu'on l'utilise comme un bouclier contre l'existence De la de la République, loi, de la de la République. France, complètement. On va y arriver à cette question. Et peut-être avant d'arriver à cette question, justement, je voulais vous poser une question qui est importante, on la pose souvent, mais peut-être que vous êtes plus à même de répondre à cette question. Vous parlez dans votre livre de la différence entre l'islam et l'islamisme. C'est une question classique qu'on commence à poser aujourd'hui. Oui. Et vous expliquez de manière très claire que contrairement au politiquement correct dans la société, on ne peut pas séparer l'islam de l'islamisme. Là, les chercheurs, les gens ne sont pas d'accord. Vous avez Florence Bergeau-Bleclerc, par exemple, qui fait une séparation très claire pour elle entre l'islam et l'islamisme. Vous en avez d'autres qui disent qu'on ne peut pas les séparer. Et surtout, cette parole, qui aussi est la vôtre, c'est une parole qui me semble beaucoup plus nuancée. Je vous cite. Plus l'islam s'installe culturellement et démographiquement, et plus l'islamisme grandit. Donc déjà, le fait d'utiliser les deux mots, ça veut dire que vous en faites la distinction. Il n'existe pas d'islamistes sans communauté musulmane. Les pays sans communauté musulmane n'ont pas d'islamistes. Il n'y a pas d'islamistes chez les Inuits ou les Yanomami au nord de l'Amazonie. Plus l'islamisme prolifère et plus le risque de djihad grandit. Donc en fait, vous faites ici vraiment une sorte de dialectique du lien, du rapport entre l'islam et l'islamisme. Est-ce que vous pourriez expliquer? Mais l'islamisme, en réalité, alors, une chose, il y a ce postulat qui est souvent prononcé dans les médias, c'est l'islamisme ou le djihad terroriste dévoie la religion musulmane. C'est un dévoiement de l'islam. Ils ont, soi-disant, sali la religion musulmane en s'adonnant à ce type d'acte ou d'idéologie, on va dire, totalitaire qu'est l'islamisme, que ce soit celui des frères musulmans ou le salafisme. Bon, si on reprend la genèse de l'islam, les islamistes du XXe siècle n'ont pas inventé la charia ni le djihad. Comment sont arrivés les musulmans en Espagne, en Afrique du Nord, en Afghanistan, en Inde? Pas que par la prédication, pas avec des bisous, des bonbons et des fleurs. Ça s'est fait par le sabre. Le siège de Vienne, c'est pas du djihad défensif. La chute de Byzance, c'est pas du djihad défensif. La prise de l'Espagne, c'est pas du défensif. Les Visigoths sont pas allés en Arabie, dans la péninsule arabique, pour attaquer les Bédouins, ou ne sont ni allés à Bagdad, ni à Damas. Et pourtant, il y a eu une volonté de conquête, de pratiquer le djihad. Donc, qu'est-ce qui a été dévoyé là-dedans? J'ai un petit peu de mal à le comprendre. Ou alors, on pense que le véritable islam, c'est l'islam pratiqué par les premiers musulmans arrivés en France dans les années 50-60. Il y en a eu avant, mais c'était vraiment anecdotique. Donc, un islam qui respectait les lois de la République. Mais ils le faisaient pourquoi? Pour l'islam ou parce qu'ils avaient compris qu'ils avaient intérêt à respecter les lois de la République? Parce qu'à l'époque, la France savait se faire respecter. En plus, ces musulmans venaient d'un islam qui était l'islam colonial. En Algérie, les prêches des imams étaient surveillés de près par le gouverneur d'Alger, qui voulait avoir les prêches avant. Les imams étaient salariés, c'était le bâton ou la carotte, c'est-à-dire que les imams étaient salariés et leur lieu de culte était financé. Et même fin du 19e siècle, début du 20e siècle, les compagnies maritimes françaises étaient mises à disposition des fidèles pour aller faire le pèlerinage à la Mecque. Donc leur islam a été respecté, mais il était sous surveillance, parce qu'on avait peur qu'il y ait des appels au djihad. Alors, en ce qui concerne les compagnies maritimes, on a arrêté parce que on avait remarqué à l'époque que ceux qui revenaient de la Mecque se radicalisaient et il pouvait y avoir des risques de soulèvement en Algérie. Donc, moi, je pense que les gens estiment que pour eux, dans un petit peu l'inconscient collectif, que le véritable islam, c'est l'islam des premiers musulmans arrivés en France. Moi, je ne le pense pas. L'islam des origines, le premier islam était un islam conquérant. D'ailleurs, les musulmans le disent, c'est un miracle du Coran que des Bédouins qui ont adhéré au message de Mahomet, aient pu en si peu de temps conquérir autant de terres. Voilà. Donc, cet islam conquérant,
je vois pas en quoi il est dévoyé lorsque des djihadistes veulent reproduire cela. D'ailleurs, en français, quand on lit les ouvrages au XIXe siècle, il n'y a pas de différence. Le mot islam n'existe pas. Il y a Non, le mot on islamisme, parle d'islamisme. exactement comme le judaïsme ou le christianisme. Voilà. C'est-à-dire que ce isme, c'est le nom de cette religion. Ouais. Et ça me fait penser au dévoiement de la terminologie, comme exactement comme dans le cas du nom Palestine, qui désignait au départ un territoire, et maintenant c'est une dénomination qui contient les implications politiques. C'est exactement la même chose qui s'est passé avec l'islam. Ouais. Donc islam, c'est l'amour et la paix, mais je ne sais pas dans quel mot. C'est Orwell, parce que plus on nous dit que c'est l'amour et la paix, plus on tue. Mhm. Et plus Exactement, c'est au nom dangereux de d'en l'islam, parler. bien sûr, parce que quand on dit on tue au nom d'Allah, ce n'est pas au nom de l'islamisme qu'on tue, on tue au nom d'un précepte qui est clairement formulé dans le Coran. Mais aussi, ce qu'il faut, pour nuancer, c'est qu'à toutes les époques, depuis les débuts de l'islam, il y avait des musulmans qui n'étaient pas dans la conquête. Ils étaient toujours la majorité des musulmans. La minorité forte, conquérante, a toujours existé. Et donc, je vois pas en quoi il y a eu un dévoiement. C'est dans l'ordre des choses. Il y a une dimension politique dans l'islam parce à l'origine, l'islam, la figure tutélaire de l'islam, Mahomet, est quelque part à la fois le pape, l'empereur, le juge suprême, l'hygiéniste en chef et même le sexologue de Médine, parce que tout est codifié dans les actes de la vie quotidienne, dans la vie du croyant de A à Z. C'est pour ça qu'on rentre quelque part dans une forme de totalitarisme, puisque toutes les parties de votre vie doivent être prises en charge. Donc, avec l'arrivée de l'Occident dans les pays arabo-musulmans, tout cela a été fragmenté, fracturé. Et ça a beaucoup déstabilisé ceux qui, comment dire, avaient pour mission de garder les foules islamisées. Donc le retour de bâton après le dépeçage de l'Empire ottoman, c'est la création des frères musulmans, qui n'est ni plus ni moins qu'un mode d'emploi pour revenir à ce qui a été démoli par les Occidentaux. Et alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que ça serait l'islamisme pour vous? L'islamisme, c'est la volonté d'imposer la charia partout où l'islam est force culturelle dominante. Donc ça va être la Et distinction ça signifie, en réalité, que ceux qui ne sont pas musulmans, mais qui sont monothéistes, les gens du livre, seraient assujettis à une condition de sous-citoyens, s'ils acceptent la supériorité de l'islam et des musulmans. Ça, c'est inscrit dans la charia et on parle de la dimitude. Et donc, quand on parle beaucoup de la présence des frères musulmans, c'est peut-être aussi ça, c'est cette imposition de la manière de voir l'islam, qui est une religion conquérante, qui s'est diffusée dans le monde entier et qui était contenue avant, peut-être par la loi, la violence légitime, etc. Oui. Oui, je pense que en réalité, la colonisation a mis un frein comment dire, à l'islam dans son projet de conquête mondiale. Ça l'a cassé. Mais cette parenthèse était terminée. Les pays musulmans ont repris leur petit bonhomme de chemin et la dynamique pro-charia de l'islam civilisation est en train, et depuis quelques décennies, sur la route du retour. Vous dites que ce sont des idéologies qu'on voit beaucoup dans les quartiers. Le terme quartier, entre Ouais. guillemets, c'est un euphémisme. Je vous cite. Le quartier est devenu un lieu de refuge, selon beaucoup d'immigrés musulmans, et doit être tenu le plus possible à l'écart de ce qui pourrait mettre en danger la communauté clanique et dénaturer l'islam. Cela aboutit à ces contre-sociétés où l'on reproduit les normes socioculturelles des pays d'origine qui permettent aux islamistes d'y être comme des poissons dans l'eau, puisque le pouvoir dictatorial du pays d'origine est absent et ne peut les contenir. Oui. Donc en fait, vous dites que c'est dans les quartiers qu'on construit une contre-société. Oui, parce que ces quartiers populaires de banlieue sont devenus le réceptacle de cette immigration nord-africaine principalement. Et le jeu du regroupement familial, des mariages arrangés, a fait que les structures claniques des pays d'origine ont pu se remettre en place.
comme si elles avaient été téléportées. Et il n'y a pas de raison, quand on est entre nous, de changer de mode de vie, de mœurs. Qui plus est, ce sont des structures claniques où l'honneur, la réputation importe, et on ne veut pas surtout passer pour moins musulman que les autres. Donc le regard des autres est très important. Quand les gens sont isolés au milieu de Français de toutes sortes et de toute origine, et majoritairement, on va dire, qui sont le fruit de cette maturation anthropologique qu'est la France, le musulman qui va être isolé, il va pas, les enfants ne vont pas avoir de problème progressivement à s'assimiler, à s'émanciper. Mais le fait d'être tous ensemble, en tout cas d'être majoritaire, va favoriser. Qui plus est, il y a une chose, j'en avais discuté avec Florence Berger-Blaclair à ce sujet, où elle me disait que il n'y a pas un islam, il y a des islams, qui sont tous des syncrétismes qui se sont adaptés aux sociétés dans lesquelles l'islam s'est implanté. L'islam du Sénégal, c'est pas l'islam du Maroc, c'est pas l'islam d'Afghanistan, c'est pas l'islam d'Arabie Saoudite. Et ce qu'elle espérait, c'était qu'en France, face à ce que nous on proposait, cet islam s'adoucirait, se fondrait dans le creuset républicain. Moi, je pense le contraire. C'est-à-dire que la modernité occidentale entraîne un raidissement. La mixité que nous on peut proposer, le métissage qu'on peut proposer, fait peur. Et donc, comme on a des communautés qui fonctionnent en clôture communautaire, avant même l'apparition du voile, les filles étaient quand même, l'objet de mariages arrangés. Et si elles ne l'acceptaient pas, on les emmenait au bled et on les mariait de force. Voilà. Donc, le voile est venu s'imposer sur des gens qui pratiquaient cette clôture communautaire. C'est une façon de signifier qu'il y a une frontière anthropologique entre les musulmans et les non-musulmans. Mais pas que le voile. Le camis, la djellaba, la baya, toutes sortes de voiles. C'est une façon, la barbe, c'est une façon de dire, voilà, nous on est là, on est comme ça, et on se mélange pas avec vous, et vous ne pouvez pas toucher à nos femmes. Ça veut dire que l'homme non musulman ne pourra jamais espérer, sauf s'il se convertit, aimer une femme musulmane. Donc voilà ce qu'on a vu se mettre en place dans les quartiers. Mais comment vous expliquez à l'heure qu'il existe quand même une réussite de l'assimilation des gens de votre génération, Oui. pas la génération suivante que je vois moi à l'université. Effectivement, cette génération ou ces générations successives sont beaucoup plus radicales dans leur vision de la distinction entre les occidentaux, enfin entre guillemets, et les musulmans. Donc il y a quand même eu un moment heureux de l'assimilation. Bien sûr, il y a eu un moment heureux. Dans les années 70-80, il y avait des possibilités, effectivement. Mais le regroupement familial a exercé une pression communautaire sur les jeunes qui étaient en voie d'émancipation, et surtout sur les femmes. Je me souviens avoir lu le livre de Naïma Mfadel qu'elle avait écrit avec Olivier Roy, je crois, et elle disait, nous on savait, jeunes marocaines, qu'on ne pouvait pas, elle est arrivée à la fin des années 70 ou au début des années 80 en France, elle dit je savais, moi en tant que marocaine, que je ne pouvais pas aller à des booms avec des copines. Ma culture me l'interdisait. Il était hors de question que je puisse flirter. Voilà, donc l'arrivée de personnes qui viennent du bled dans le quartier et qui vont progressivement exercer une pression culturelle, communautaire, sur ceux qui sont en train de s'assimiler, a des effets dévastateurs. Moi, je sais que mes tantes, les plus émancipées, les plus âgées en réalité, sortaient du quartier pour voir leurs copains, pour flirter avec des Français ou tout ce que vous voulez, quoi. Mais elles ne restaient pas dans le quartier pour éviter le regard des familles maghrébines du quartier. C'était dans les années 70. Donc déjà, elles essayaient d'éviter ce regard-là. Mais c'était encore possible, parce qu'il y avait beaucoup moins de quartiers communautarisés à l'époque. Alors, dans ce cas-là, une autre question. C'est très, vous portez un regard extrêmement lucide sur ce que vous voyez. Et ce sont des choses qu'on essaie de cacher, on essaie de ne pas en parler. Et en fait, c'est possible de s'émanciper. Vous en êtes l'exemple vivant. Mais il y a tout un tas de discours qui viennent notamment de la gauche, qui expliquent que les musulmans sont opprimés en Occident, que ils sont les victimes de cette société. Et en fait, ces discours permettent la déresponsabilisation totale
des musulmans, de leur victimisation dont ils profitent, enfin, dans les quartiers justement, en disant regardez, nous sommes les victimes du racisme. Si on n'arrive pas à faire ceci, c'est parce que en face il y a des C'est Français qui ce nous. discours est très dévastateur parce que déjà dans la psyché arabo-musulmane, le mektoub fait des ravages, c'est-à-dire que la responsabilité individuelle, elle est très difficile à assumer ou on a beaucoup de mal à en prendre conscience. Mais si en plus vous dites à ces personnes, à ces communautés, mais vous n'êtes responsable de rien, tout ce qui, quand vous êtes en échec, c'est de la faute de la France, ça ne peut aller que dans le sens de la victimisation qui va permettre d'amener du carburant pour l'islamisme ou le djihad ou la revanche postcoloniale chez les indigénistes. Ça veut dire, bah, finalement, cette société est raciste, on ne veut pas de nous, donc on a raison de se venger de cette société, que ce soit par le djihad, que ce soit par les thèses décolonialistes, ou que ce soit par la délinquance. Moi, dans les années 90, une fois, je croise des gamins de 12-13 ans. Il y avait une petite rue qui s'appelait la rue de la Boétie près de chez moi, avec des pavillons pour des petits plain-pieds pour retraités, et avec un petit parterre, et puis une boîte aux lettres sur un pied, vous savez, au bord du trottoir. Et il passait au matin, j'allais prendre mon bus pour le lycée, et il pliait toutes les boîtes aux lettres. Et je leur dis, mais pourquoi vous faites ça? Je dis, c'était des jeunes maghrébins. Je dis, vous vous rendez compte l'image que vous renvoyez de vous? Vous allez vous plaindre après que ces retraités vont voter pour le Front National. Ils vont voter Le Pen. Et là, les jeunes, ils me regardent, mais on s'en fout de Le Pen, nous. On n'a rien à foutre. Ce sont des vieilles putes de françaises, on est là pour se venger de la colonisation. De toute façon, c'est un pays raciste. On n'en a rien à foutre. Ils avaient 12-13 ans, le discours qu'ils tenaient. Qui leur a mis ça dans la tête? Alors, il y a peut-être aussi une part de discours familial, il y a ce qu'on peut dire au pays d'origine, notamment sur les chaînes qui arrivaient à l'époque via les paraboles, mais aussi le discours de la gauche qui cautionne les violences et qui quelque part les encourage. Parce que si on dit mais non, c'est pas de leur faute, ils sont victimes de racisme, bon bah très bien, on peut recommencer. Moi-même, au collège, à un moment, j'ai utilisé l'antiracisme pour terroriser mes profs. Je le dis. Avec mes copains Abderrahman et Hassan, on en jouait. On faisait les cons, faut dire les choses comme elles sont, et on tenait en respect nos professeurs qui étaient de gauche et qui pensaient bien, donc ils ne nous punissaient pas à hauteur des autres élèves. Parce qu'ils avaient peur d'être taxés de racisme. Ouais, ils avaient mauvaise conscience, ils avaient peur d'être taxés de racisme. Donc on sait très bien utiliser, on comprend, parce que le racisme dans les pays arabes ou du Maghreb, c'est une plus-value sociale. Alors qu'en France, ils savent que la personne va être mise à mort socialement. Vous racontez dans votre livre aussi l'histoire de votre professeur, je crois que c'était votre prof de français, qui à chaque fois qu'il voulait parler de la culture musulmane, elle vous interpellait vous, alors que vous, enfin, les fêtes, etc., vous ne les... Au début, oui, mais après, oui, j'étais le seul dans la classe. Elle avait une fille adoptive d'origine laotienne qui était avec nous, mais j'étais le seul enfant issu de la diversité. Donc, elle mettait en avant toujours ma culture arabe. Elle disait des tas de choses formidables. En fait, Alors que vous vouliez vous assimiler plutôt moi, je voulais autre qu'on chose. parle Ok. de ce qu'on faisait en cours. Ouais. Bien sûr, elle reconnaissait que j'avais une excellente mémoire et j'avais de très bonnes notes. Et puis un jour est arrivé Khalid. Et d'un seul coup, je n'étais plus l'exemple, c'était lui, parce qu'il était musulman lui en plus. Moi, je n'étais pas musulman, et c'était devenu un petit peu voilà, son chouchou. Et elle lui demandait de parler du Ramadan, de l'Aïd el-Kébir, de l'Aïd el-Fitr, tout ça. Fallait qu'il mette en valeur et qu'il explique combien sa religion était merveilleuse. Donc moi, je savais, lui savait. En plus, lui ne savait pas. Lui ne savait pas. Donc j'ai voulu à un moment expliquer pourquoi on égorgeait le mouton, quelle était la signification. Elle dit non, non, pas toi David, c'est Khalid qui va nous le dire. Donc elle dit Khalid, tu te renseigneras auprès de ta famille et tu nous expliqueras. Le lendemain, il est arrivé avec une explication un petit peu boiteuse et moi j'ai repris son récit et j'ai expliqué, j'ai dit quand même, attendez, j'ai un ange qui demande à un homme de décapiter son fils, je dis c'est pas très humain, je dis il y a rien de respectable là-dedans. Moi jamais je ferais ça. Donc là, elle a été très surprise et elle a coupé court et on est passé à autre chose. Voilà. Mais j'avais eu la même réflexion vis-à-vis d'une de mes tantes parce que chez mes grands-parents, mon grand-père, il y avait
parce que mes grands-parents se sont séparés en 75, parce que mon grand-père était très violent. Mais chez mon grand-père, il y avait un cadre avec euh, l'ange Gabriel qui arrête la main D'Abraham. d'Ibrahim, Abraham, Ibrahim, oui. voilà, la main alors il tient un sabre et il s'apprête à décapiter son fils. Donc et ma tante Nadia m'avait expliqué la signification et je l'avais un petit peu envoyé bouler en lui disant mais quand même, c'est une honte ce truc, j'y comment. Et voilà, donc j'étais un petit peu insolent, impertinent. Ouais. Et ce qui est intéressant quand même, c'est que un David métis ne doit pas parler de l'islam. Il faut que ce soit un pur Khalid qui en parle dans l'esprit de la maîtresse française. C'est Oui, ça qui est assez intéressant dans cette histoire. C'est-à-dire que l'essentialisation, elle vient de la part de ceux qui représentent la loi, le pouvoir et l'autorité, et non pas d'en bas. C'est ça qui est curieux et dans ce ce témoignage. qui est encore plus curieux, c'est qu'elle reprochait aux petits Français, qui étaient majoritairement tous de familles, on va dire culturellement Mhm, mhm. catholiques, je ne sais pas si ces gamins allaient tous, leurs parents allaient à l'église ou pas, et elle leur disait, mais vous devriez prendre exemple sur Khalid et sur les musulmans en général, ils continuent de vivre leur foi, ils sont très croyants, ils respectent bien leur culture et leurs rites. C'est pas Euh, très laïque tout ça. non, c'était pas très laïque et elle était très fière de dire ça et moi ça me choquait beaucoup parce que moi j'avais une grande distance par rapport à toutes ces choses. D'ailleurs, je l'ai revue, c'était en 2020. Elle était, je crois que ouais, c'est ça en 2020. J'étais dans le centre-ville de Lens en train de me battre avec un neurodateur et elle arrive. Et je la reconnais. Elle a plus de 80 ans, mais elle avait pas beaucoup changé. Bien sûr, moi, j'étais plus le gamin de 10 ans, donc et elle passe à côté de moi, elle me dit alors jeune homme, on est en rade. Et je me retourne. Dans le livre, c'est Mademoiselle Richon, pardon. Bon, on a changé pour la protéger. Moi, je pense elle aurait pas fait de problème. Et donc, et là, elle dit ah David, bien sûr, je me souviens de toi. Et elle dit tu as gardé ta magnifique culture arabe, tu parles la langue et tout. Et là, ça m'a surpris parce que c'est pas ça que j'aurais voulu qu'elle garde en mémoire de moi. Voilà. Peut-être qu'elle vous lira un jour et elle verra toutes les citations des grands auteurs français qui sont merveilleuses dans votre livre. Peut-être qu'elle changera d'avis, mais ça, on ne le saura jamais. Je vous remercie pour ce témoignage. On va continuer dans une autre émission. Et D'accord. cette deuxième émission va être consacrée aux mêmes questions. On va parler de la violence des femmes, de la propagande, etc. Merci beaucoup, David. Je vous en prie, merci.